Bonjour tout le monde. Je me sens d'humeur particulièrement incendiaire en cette fin d'année 2024 et je pense que c'est vraiment dû au fait que j'ai atteint ma limite par rapport à des mensonges et des vérités déformées et des manipulations en tout genre auxquelles j'ai pu être exposée ces dernières années et peut-être tout particulièrement encore au cours de l'année 2024. Et dans cette énergie, je vais partager avec vous mon opinion très honnête sur le livre de Lucy Cavendish qui s'intitule en français La magie subtile des contes de fées. J'ai acheté ce livre la semaine dernière et je l'ai présenté sur ma chaîne il y a quelques jours maintenant. À ce jour, j'ai lu 4 des 12 contes qui sont présentés dans ce livre et j'ai également fait quelques recherches, ce qui me permet de pouvoir vraiment percevoir l'énergie de ce livre et partager avec vous une opinion avisée par rapport à ce que vous pouvez attendre dans ce livre. Donc je vais vous parler de certains aspects qui sont, je vais dire, positifs, et ensuite d'autres aspects qui ont pu me déranger, m'irriter et également me décevoir par rapport à ce livre. Donc pour commencer, il s'agit sans aucun doute d'un magnifique livre. C'est un livre de grand format et pour vous donner une idée, en comparaison avec un livret qui accompagne les oracles de Blue Angel, vous voyez qu'effectivement c'est un bon livre qui est également assez épais. Il comporte 374 pages. La couverture est magnifique, elle est superbement illustrée par ici un dessin de Jasmine Beckett Griffith. Et la texture est relativement soyeuse. La couverture est souple mais assez épaisse. Elle est également double. Et les pages sont de bonne qualité, épaisses mais pas trop. Le livre s'ouvre facilement et il est vraiment très agréable à lire. Alors, il est également magnifiquement illustré des différents dessins de Jasmine Beckett Griffith. Donc pour les personnes qui connaissent Lucy Cavendish et qui connaissent également les œuvres euh, plus anciennes, je vais dire, qui ont été créées, les oracles et les livres qui ont été créés il y a quelques années en partenariat avec Jasmine Beckett Griffith, bien vous allez retrouver différentes illustrations qui seront certainement familières. Et ensuite, chaque conte est présenté par une double page, également joliment décorée. Et les textes sont repris en colonne double avec une présentation qui est vraiment très jolie, agréable et qui nous plonge bien dans cet univers des contes. Donc au niveau de la qualité de la présentation de ce livre, vraiment rien à redire. C'est sans aucun doute un magnifique livre qui donne envie de s'installer tranquillement sous une bonne couette avec un thé, avec un chocolat chaud et de se plonger dans cet univers des contes. Maintenant, je vais passer aux différents aspects qui, comme je l'ai dit, m'ont irrité ou en tout cas certainement déçu. Lorsque j'ai commencé à lire ce livre, j'ai été choquée de trouver des contes que je ne reconnaissais pas. Et ça, c'est largement dû à, à un problème de traduction. Je suis allée rechercher la version originale et je me suis rendu compte que la traduction a été complètement réécrite. Donc en français, le titre s'appelle La magie subtile des contes de fées et ensuite il est indiqué une vision païenne et envoûtante des 12 contes les plus appréciés au monde. Alors quand je lis ça, je m'attends à quelque chose et quand j'ai commencé à lire le livre, je me suis sentie vraiment trompée par rapport à ce que j'ai trouvé. Alors le titre original
est Magical Fairy Tale, donc la magie des contes de fées, je suis d'accord. An Enchanted Collection of Retold Tales, c'est-à-dire une collection enchantée de contes revisités. Et ensuite, la description du livre, qui se trouve au dos, a également été complètement transformée et là aussi nous induit vraiment en erreur par rapport à ce que l'on va pouvoir découvrir à l'intérieur du livre. Je vais rapidement vous lire. Donc, vous souvenez-vous de ce que vous ressentiez, enfant, en lisant La Belle au bois dormant ou Hansel et Gretel. Depuis, vous avez grandi, mais savez-vous que ces contes, aussi terrifiants qu'envoûtants, remontent pour certains à plus de 10 000 ans. Au fil des siècles, ils ont été transformés, actualisés et par voie de conséquence dénaturés d'une force magique et spirituelle riche d'enseignements. Cet ouvrage, tout en couleurs et magnifiquement illustré, nous propose de redécouvrir 12 des contes ancestraux les plus populaires, avec pour objectif de leur redonner du sens, en ravivant la magie qu'ils contiennent, notamment celle de guérir nos blessures. À la fin de chaque conte, l'auteur nous dévoile l'histoire derrière l'histoire, afin de nous aider à saisir les dessous de leur ADN magique. Donc essentiellement, la description ici nous porte à croire que nous allons redécouvrir 12 des contes les plus populaires. Maintenant, la description qui est reprise à l'arrière du livre en version originale est totalement différente et nous apporte un autre contexte. J'ai repris cet extrait et je l'ai traduit aussi fidèlement que possible. L'auteur à succès, Lucy Cavendish, et l'artiste réputé Jasmine Beckett Griffith ont fait équipe pour créer un magnifique livre illustré en couleurs. Chaque collection fabuleuse de contes de fées réimaginés restitue leur sagesse païenne afin que chaque histoire produise des bulles contenant des sorts, des potions, des malédictions, des fées et d'autres créatures magiques. Il était une fois, les contes étaient des histoires d'esprit, des contes de mystère, d'initiation et de transformation. Et ils n'étaient pas faits pour les enfants. En plus des 12 histoires réinventées, ce magnifique livre à couverture rigide comprend des sorts inspirés de contes de fées, des histoires fascinantes et des secrets cachés derrière les histoires. La collaboration entre Lucy Cavendish et Jasmine Beckett Griffith a apporté un tour magique à quelques-uns des contes les plus appréciés au monde. Donc cette description originale nous présente bien un livre avec des contes qui ont été réimaginés pour leur apporter différents aspects magiques et pour apporter justement ce tour magique et quelque part un peu New Age également. Donc le titre et la traduction en langue originale décrit quelque chose de très différent de ce qui a été réécrit ici dans la traduction. Et je trouve que ça vient amener le lecteur, ou en tout cas l'acheteur potentiel, ça vient l'induire en erreur. C'est certainement ce qui a été mon cas. Donc effectivement, les 12 contes qui sont repris, plus exactement les 11 premiers contes qui sont repris dans ce livre, ont été réécrits par Lucy Cavendish, alors que personnellement je m'attendais à découvrir les contes tels qu'ils ont été repris et mis par écrit par les frères Grimm, et ensuite une seconde section qui va s'intéresser à différents aspects un peu plus magiques qui font partie des contes de fées et qui pourront nous aider à mieux nous connaître et à peut-être faire face à certains challenges dans notre vie, également à guérir certaines de nos blessures. Et ça n'est absolument pas ce que l'on retrouve. Et donc, pour moi, ce livre a du coup totalement perdu sa valeur parce que je ne retrouve pas les contes originaux, mais des versions réécrites. Et pour certains contes, Lucy Cavendish a apporté quelques modifications, beaucoup de modifications, mais d'autres contes sont pratiquement méconnaissables.
Donc là, ça me pose quand même un réel problème. Donc ça, c'est pour la première partie qui s'intéresse vraiment au conte. Ensuite, au niveau de la section qui suit chaque conte et qui va s'intéresser à des aspects plus magiques, eh bien j'ai trouvé que c'était une section qui était finalement très décevante parce que très basique, très superficielle, très New Age. Et donc, pour quelqu'un comme moi qui a exploré les contes de fées, la magie et les pratiques magiques depuis de nombreuses années, eh bien ce livre n'a vraiment aucun intérêt. Je suis honnête. Alors, je vais vous donner quelques exemples. Dans le conte de Blanche-Neige, Lucy Cavendish fait un parallèle entre Blanche-Neige et le mythe de Déméter et Perséphone. Alors, Lucy Cavendish n'a rien inventé, c'est quelque chose qui a déjà été proposé par d'autres personnes qui se sont intéressées aux contes de fées, et personnellement, j'adhère à ce parallèle. Par contre, Lucy Cavendish a apporté des modifications par rapport au miroir, qui est un élément fondateur du conte de Blanche-Neige. Et ici, Lucy Cavendish a remplacé le miroir magique par un miroir d'obsidienne, parce qu'elle trouve que ça fait plus magique. Donc il n'y a pas d'explication complémentaire, il n'y a pas de justification supplémentaire non plus. Et alors, elle donne quelques informations vraiment, encore une fois, très basiques. Elle nous dit que le travail du miroir s'est fermement installé dans la spiritualité New Age et qu'il est utilisé pour prononcer des affirmations, pour se dire je t'aime, ou bien également pour se critiquer et se placer en résistance par rapport au processus de vieillissement. Je suis d'accord avec ce que dit Lucy Cavendish, mais dans des pratiques magiques plus sérieuses, le travail du miroir est beaucoup plus riche et beaucoup plus complexe que simplement se regarder, répéter des affirmations, bien se dire je t'aime. Et ce qui est présenté ici dans le livre n'apporte pas, je trouve, suffisamment d'informations pour que la personne, très probablement qui a peu d'expérience, puisse se faire une idée de cette pratique. Et ensuite, elle a également complètement réécrit la fin de ce conte. Donc, vous connaissez l'histoire de Blanche-Neige, vous savez qu'elle croque une pomme empoisonnée, elle tombe dans un profond sommeil, et ensuite, le prince charmant arrive, l'embrasse, lui donne un baiser d'amour véritable, et elle se réveille. Ici, dans la version réécrite par Lucy Cavendish, Blanche-Neige croque dans une pomme empoisonnée, elle est placée dans un cercueil, mais le prince charmant arrive, mais par un concours de circonstances, le cercueil tombe, un morceau de pomme qui se trouvait calé dans la gorge de Blanche-Neige est délogé et elle se réveille d'elle-même. Et Lucy Cavendish nous explique qu'elle a transformé la fin de ce conte parce qu'elle estime que ça n'est pas judicieux de transmettre aux jeunes filles qu'elles devraient se laisser embrasser par n'importe qui, surtout si elles n'ont pas la possibilité de pouvoir dire non. Alors c'est un point de vue qui a certainement une certaine pertinence, que je peux comprendre, mais pour moi ça ne justifie pas de complètement réécrire l'histoire, ou en tout cas la fin de l'histoire de Blanche-Neige, et de supprimer, d'effacer le rôle du prince. Dans notre société actuelle, effectivement, il y a cette tendance à partir dans un extrême et à nous amener à croire que c'est un prince ou bien en tout cas un homme qui va sauver la jeune fille par le mariage ou bien d'autres manières. Et je suis d'accord que ça n'est pas nécessairement quelque chose qui soit sain à véhiculer. Maintenant, ici, Lucy Cavendish veut donner une image de la femme ou bien de la jeune fille qui est indépendante, qui est autosuffisante,
et qui n'a pas besoin d'un homme. Et pour moi, c'est partir dans un autre extrême, parce que lorsque l'on travaille au conte de Blanche-Neige et lorsque l'on travaille à cet aspect du prince charmant et qu'on le ramène en équilibre, eh bien, c'est un personnage qui a tout à fait son rôle et qui joue un rôle important. Et transformer ce conte pour maintenant diffuser cette idée que la jeune fille doit être autosuffisante et ne pas avoir besoin d'un homme, pour moi, ça n'est pas nécessairement plus judicieux. Euh, il y a un besoin de pouvoir trouver un certain équilibre, il y a besoin de pouvoir restaurer dans notre culture un certain équilibre, mais j'estime vraiment que les modifications que Lucy Cavendish a apportées dans ce conte ne sont pas justifiées, ne sont pas valables et ne sont certainement pas mieux que la version ancestrale qui existe du conte de Blanche-Neige. Alors, je voudrais donner un autre exemple. Ah oui, avec Le Petit Chaperon Rouge, qui est le second conte. Il y a quelque chose qui m'a vraiment horrifiée dans ce conte. C'est que cette fois-ci, Lucy Cavendish nous dit que Le Petit Chaperon Rouge est un parallèle du mythe de la déesse Ishtar. Alors, je travaille avec Ishtar depuis certainement 2012. Je chemine avec Ishtar certainement depuis 2012 et probablement même avant. Et j'ai effectivement pu constater que depuis environ 2 ans, Ishtar est devenue une déesse qui devient de plus en plus populaire et donc dont on parle beaucoup plus dans la communauté spirituelle et dans la communauté New Age. Et évidemment, on en parle en racontant un peu tout et n'importe quoi. Maintenant, je peux comprendre et je peux accepter qu'une jeune youtubeuse parle d'Ishtar sans trop savoir ce dont elle parle pour se faire de l'audience, même si ça n'est pas nécessairement juste. Mais de la part de Lucy Cavendish, qui est une autrice best-seller et qui touche un très large public, pour moi, ça n'est vraiment pas acceptable. Il n'y a, selon moi, absolument aucun parallèle et aucun lien entre Le Petit Chaperon Rouge, qui est une jeune fille préadolescente, qui soit part gambader gentiment dans la forêt ou bien s'y aventure en étant craintive, et Ishtar, qui est une femme, qui est une déesse, qui descend tambourinée aux portes des enfers pour revendiquer ses droits, pour faire reconnaître ses droits, et qui n'accepte pas simplement la place qu'on veut bien lui donner. Pour moi, il n'y a absolument aucun lien, et donc j'étais effarée de voir que Lucy Cavendish proposait ce parallèle. Alors, dans le conte de... Alors ensuite, dans la partie qui suit le conte de Rumpelstiltskin, il y a également plusieurs choses qui m'ont dérangée et irritée et qui se retrouvent dans d'autres contes. Alors, à plusieurs reprises, Lucy Cavendish propose des sortilèges à réaliser. Et ici, elle propose un sortilège pour... que je le retrouve. Voilà. Pour demander aux fées la bonne fortune. Alors, son sortilège consiste en une préparation, une recette de pain, de miel, de lait, de fenouil et de thym. Et ensuite, appeler les fées pour leur demander la bonne fortune à travers une incantation que, en toute honnêteté, je trouve absolument stupide. Alors, je ne sais pas si c'est l'incantation qui a été écrite par Lucy Cavendish ou bien si c'est la traduction qui a été modifiée, étant donné que le titre du livre a été complètement réécrit. Je pense que le livre a également souffert de la traduction, mais connaissant un peu Lucy Cavendish, je pense que de toute façon, cette incantation n'est probablement pas très loin de l'original. Et voilà, je la trouve vraiment stupide. Et alors, elle nous dit également que pour pouvoir créer une forte connexion avec les fées, elle recommande de proposer une offrande aux fées
donc avec ce gâteau, toutes les 3 pleines lunes. Donc elle vient diffuser cette idée que pour créer une forte connexion ici avec les fées, mais ça vaut tout aussi bien pour des guides ou bien pour des divinités, eh bien il suffit de consacrer un petit quart d'heure 3 à 4 fois par an. Et là j'avoue que je suis vraiment choquée parce que c'est évidemment très loin de la réalité. Si nous souhaitons créer une connexion et une connexion profonde ou proche avec qui que ce soit des personnes physiques, mais également des êtres plus subtils, eh bien, il va falloir consacrer beaucoup plus de temps et d'énergie que quelques fois sur l'année. Et donc, je suis vraiment lasse, personnellement, de tous ces auteurs et toutes ces personnes qui présentent la magie comme des solutions miracles et qu'il suffit de contacter des êtres, des fées, ou bien des anges, ou bien des divinités, pour leur demander leur aide, pour qu'ils puissent résoudre les difficultés que nous pouvons rencontrer, et que nous ne devons euh, fournir finalement qu'un effort absolument minime. Je pense qu'il est vraiment, vraiment temps de sortir de cette conception selon laquelle la magie est une formule simple et immédiate et que un tirage tarot va pouvoir répondre à toutes les questions de notre vie ou bien qu'un rituel qui se base sur une petite recette et quelques phrases que l'on répète va également permettre de résoudre nos problèmes. Même dans les pratiques magiques et a fortiori dans les pratiques magiques, il est nécessaire d'investir du temps, de l'énergie, mais également des connaissances, de l'apprentissage et de la pratique pour pouvoir résoudre des difficultés que nous pouvons rencontrer ou pour pouvoir rééquilibrer certaines situations que nous ne souhaitons pas ou plus vivre dans notre vie. Donc voilà, je pense que ces différents exemples permettront de se faire une bonne idée finalement de ce qui est présenté dans ce livre, qui encore une fois m'a fortement déçue parce que ça ne correspond absolument pas à ce à quoi je m'attendais. Maintenant, je pense aussi que lorsque l'on choisit de travailler avec certains livres, avec certains oracles, avec certains tarots, c'est tout à fait pertinent et judicieux de prendre un temps pour s'intéresser à l'auteur ou bien au créateur. Et même si c'est quelqu'un que nous connaissons, pour peut-être faire un peu le point et voir comment la personne a pu évoluer. Donc Lucy Cavendish, c'est quelqu'un qui s'est présenté comme une praticienne en magie blanche, comme une sorcière en magie blanche. Et dans ses premiers ouvrages, dans ses premiers oracles tout particulièrement, elle a amené beaucoup de sagesse païenne et certaines formes de chamanisme également, avec les animaux guides et avec la connexion avec la lune ou bien avec les festivals, etc. Donc dans ces premiers oracles que j'ai achetés, que j'ai étudiés, que j'apprécie encore énormément et que j'utilise encore aujourd'hui, il y avait vraiment beaucoup de sagesse. Et je pense par exemple à l'oracle Shadows and Light, l'oracle des ombres et lumières, l'oracle des métamorphes, l'oracle d'Alice qui est venu un peu plus tard, l'oracle des contes de fées qui a également été très bien réalisé je trouve. Voilà, ce sont différents oracles qui pour moi ont été très puissants, sont encore très puissants et que j'utilise encore dans ma pratique. Ensuite, Lucy Cavendish a commencé à gagner en popularité et elle s'est mise à produire un très grand nombre d'oracles sur différents sujets et qui, selon moi, ont vraiment commencé à perdre de leur profondeur. Elle a également écrit beaucoup de livres et même au début de sa carrière, même quand elle a créé les oracles que j'ai appréciés, elle a écrit certains livres que j'avais achetés et que j'ai revendus parce que je trouvais qu'ils n'avaient vraiment aucune profondeur. Et il faut également se rappeler que Lucy Cavendish, qui se dit sorcière de magie blanche, pratique avant tout la Wicca.
Et la Wicca, c'est une forme de religion qui intègre des pratiques magiques qui est très récente, qui remonte à quelques siècles à peine, alors que les traditions magiques celtiques, chamaniques remontent à des millénaires. Et je pense que là maintenant que Lucy Cavendish est devenue plus populaire et euh, qu'elle touche un public beaucoup plus vaste, eh bien euh, elle a changé ce qu'elle propose et elle s'est beaucoup plus concentrée sur des visions New Age pour parler à un public qui ne s'intéresse pas à de véritables pratiques magiques et qui ne souhaite certainement pas s'investir dans une étude rigoureuse qui est demandée par les arts magiques ou bien les arts divinatoires. Et donc du coup, elle propose des, euh, des sujets et elle traite de sujets de manière superficielle et franchement parfois un petit peu ridicule, je trouve, ou en tout cas dénigrante des pratiques plus solides. Et pour ma part, j'ai assez tôt pu percevoir cette incohérence d'une certaine manière entre d'un côté des pratiques chamaniques et celtiques et d'un autre côté tout cet aspect Wicca et magie cérémoniale, etc. Et ces dernières années, j'ai énormément grandi et ma propre pratique personnelle autant que professionnelle a fortement évolué, s'est fortement enrichie et a pris une expansion euh, qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, je sens vraiment un clash par rapport à un livre comme celui-ci, qui selon moi n'a pas de valeur, même dans un sens de divertissement, parce qu'il ne s'agit même pas des vrais contes qui, selon moi, ont une réelle magie. Je ne suis pas d'accord lorsque le traducteur ou bien la traductrice a décidé d'écrire que les contes ont été dénaturés de leur force magique et spirituelle. Ça n'est absolument pas vrai. Peut-être évidemment les contes Disney ont perdu cette dimension, mais les contes qui sont ancestraux, qui existent depuis des millénaires, ont une réelle sagesse si on prend le temps de s'y intéresser. Voilà. Pour conclure, je dirais que d'une certaine manière, j'ai trouvé un peu arrogant, je vais dire, de la part de Lucy Cavendish d'avoir choisi de réécrire ses contes ancestraux et tellement riches pour les adapter à un public New Age et les adapter à une forme de magie New Age. C'est vraiment dommage. Et, euh, et voilà, je pense que je vais terminer la lecture de ce livre et ensuite je le revendrai parce que je n'ai pas nécessairement envie de le garder dans ma collection. Voilà, comme je vous disais, il s'agit de mon opinion très honnête sur ce livre. N'hésitez pas à me dire si vous avez acheté ce livre et vous avez pu remarquer les mêmes incohérences que celles dont j'ai parlé dans cette vidéo, ou bien si au contraire vous avez adoré ce livre. Évidemment, tout le monde a le droit d'avoir sa propre expérience et je serais vraiment ravie de connaître votre opinion par rapport à ce livre, par rapport à cette vidéo. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt.